Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau webinaire sur le décryptage des mesures fiscales et sociales 2025. Je suis Alexandra Guimarães, chef de projet événementiel pour l'expertise RH chez EMU et je suis ravie d'animer ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire durera environ une trentaine de minutes et nous essaierons de prendre du temps à la fin entre 10 et 15 minutes pour répondre à toutes vos questions. Naturellement, ce webinaire sera enregistré et le replay ainsi que le support de présentation seront disponibles à la fin de cette session. Vous pouvez poser toutes vos questions via l'onglet Chat participant qui se trouve juste à droite de la plateforme pendant toute la durée du webinaire. N'hésitez pas à interagir également avec nous pendant toute la session. À présent, je suis ravie d'accueillir et de vous présenter les intervenants du jour. Farida El-Kantouche, expert coûts sociaux chez EMU. Bonjour Farida. Bonjour Alexandra. Bonjour et Maître Benjamin Gévart, avocat au cabinet PRK et associés. Bonjour Benjamin. Bonjour Alexandra. À présent, je vous laisse en compagnie de Farida qui va vous présenter le programme autour de ce webinaire. Bon webinaire à toutes et à tous. Donc, bonjour à tous. Alors, je voulais juste faire un petit préambule concernant le contexte des lois de financement et des lois de finances pour 2025. On sait qu'on était dans un climat un petit peu politico-économique complexe. Il convient de préciser que ces deux lois ont été adoptées sans vote puisque le gouvernement a eu recours aux dispositions de l'article 49.3 de la Constitution. Donc, nous allons vous présenter les principales mesures issues de la loi de finances pour 2025, celles également de la loi de financement pour 2025. On vous présentera aussi quelques mesures qui rentrent en vigueur en 2025 et Benjamin vous commentera une sélection d'arrêts de la Cour de cassation. Pour débuter, les mesures issues de la loi de finances pour 2025. On a une mesure concernant le crédit d'impôt recherche, donc le CIR. Alors, ce crédit permet aux entreprises de défiscaliser une partie de leurs dépenses en R&D, en recherche et développement. Il n'y a pas de réforme structurelle, mais on a quand même une assiette qui est recentrée avec une révision de certains paramètres de calcul. On a un durcissement des dépenses éligibles, puisque le taux des frais de fonctionnement est abaissé de 43% à 40%. On avait donc un dispositif avantageux, un régime de faveur qui était lié aux dépenses de personnel des jeunes docteurs, les jeunes docteurs embauchés dès la sortie de l'école. Désormais, ces dépenses ne vont plus bénéficier de pondération spécifique et elles seront intégrées dans l'assiette du crédit d'impôt au réel et sans application de coefficient multiplicateur. Et on a aussi quelques ajustements sur les dépenses liées à la veille technologique. Alors, par exemple, si on prend un euro de salaire de jeune docteur, à l'époque, auquel on ajoute les frais de fonctionnement, avec les effets, les coefficients multiplicateurs, on arrivait à 4 euros. Sur ces 4 euros, vous preniez 30% du crédit d'impôt, ce qui arrive. Vous aviez donc 1,20 €. Désormais, si vous prenez 1 euro de salaire de jeune docteur, auquel vous appliquez des frais de fonctionnement pour arriver à 1,20 €, désormais, il n'y aura plus d'effet de coefficient multiplicateur, et donc on appliquera 30% à ces 1,20 €. 1,20 €, donc ce sera 40 centimes. Vous voyez la différence entre 1,20 € avant et 1 € et 40 centimes. Voilà. Donc voilà pour le crédit d'impôt. On a des autres mesures. Alors ces mesures-là, ce ne sont pas des mesures nouvelles, ce sont des mesures de prorogation. On a, par exemple, pour les abonnements au transport public, l'obligation de l'employeur est de 50% de prise en charge des transports, des frais d'abonnement. Et la loi de finances permettait de relever ce plafond à 75%. Alors attention, l'obligation était de 50%, les 75%, c'est facultatif. Et donc la loi prévoit une reconduction de ce dispositif d'exonération jusqu'au 31 décembre 2025. Concernant les indemnités de rupture, vous avez donc les indemnités de rupture qui sont exonérées de charges d'impôt sur le revenu et de facto, effectivement, de cotisations sociales CRG-CRDS. Depuis le 16 février, sont ajoutées de nouvelles indemnités de rupture qui concernent la non-réattribution d'un salarié après l'annulation de l'homologation ou de la validation d'un PSE. Donc, désormais, ces indemnités-là vont rejoindre la liste des indemnités exonérées socialement et fiscalement. Pour le crédit d'innovation, on a deux modifications, la prolongation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2027 et le taux qui est abaissé de 30 à 20% pour les dépenses exposées à compter du 1er janvier 2025. On voit bien que l'objectif, c'est de réduire les dépenses et de faire en sorte que les recettes soient augmentées.
Concernant la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, cette cotisation elle est due pour toutes les entreprises qui réalisent un chiffre d'affaires qui est supérieur à 152 500 €. Il était prévu sa suppression en 2027. Elle est finalement reportée à 2030. Donc, 3 ans de plus d'application. Concernant les bassins d'emploi redynamisés, donc les entreprises qui s'implantent dans ces régions-là, l'exonération qui est en vigueur est également prorogée jusqu'au 31 décembre 2027. Voilà pour ces mesures de prorogation. Alors, nous avons un sondage. En effet, merci beaucoup Farida. Alors, le sondage va s'afficher sur votre écran à l'instant et nous vous posons cette question. Avez-vous conclu des contrats d'apprentissage entre le 1er janvier et le 23 février 2025? Oui ou non? Le sondage s'affiche sur votre écran. Et nos experts y prendront quelques instants pour y répondre juste après. Très bien. Une première tendance se dessine déjà. On vous laisse encore quelques secondes pour y répondre. Très bien, le sondage est maintenant terminé et les résultats s'affichent sur votre écran. Alors Farida et Benjamin, les résultats sont à 80% non et à 20% oui. Un deuxième sondage s'affiche sur votre écran à présent. Si vous avez répondu oui à la question précédente, dans quelle catégorie se situe votre entreprise en termes d'effectifs salariés? Moins de 250 salariés, 250 salariés ou plus? Le sondage est ouvert. Très bien. L'écart est moins présent que dans le sondage précédent. On leur laisse encore quelques instants pour y répondre et je vous laisserai commenter ces résultats par la suite. Très bien, le sondage est maintenant terminé et les résultats sont publiés à l'écran à l'instant. Ils ont répondu à 57% 250 salariés ou plus et 43% moins de 250 salariés. D'accord, merci. Alors, pourquoi ce sondage? Parce qu'on va aborder maintenant la réforme des aides à l'embauche concernant les apprentis, suite à un décret du 22 février 2025. Alors, concernant les contrats d'apprentissage, vous avez plusieurs dates. Le décret du 22 février concerne les contrats qui ont été conclus à compter du 24 février 2025 jusqu'au 31 décembre 2025. Alors, pour les entreprises de moins de 250 salariés, vous avez deux types d'aides. Vous avez une aide unique, qui est une aide pérenne, puisqu'elle figure elle est inscrite dans le Code du travail. Elle concerne les diplômes de niveau inférieur ou égal au bac. Le montant, quant à lui, est fixé par décret. Vous avez également l'aide exceptionnelle. Alors, elle va concerner les diplômes de niveau 5, donc bac plus 3, jusqu'au niveau bac plus 7. Et la réforme prévoit que, initialement, le montant de l'aide était de 6 000 € et il est ramené à 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés. Quant aux entreprises qui ont un effectif supérieur ou égal à 250 salariés, qui ont embauché un apprenti de niveau 7 ou plus, le montant de l'aide exceptionnelle, il est réduit des 2/3 puisqu'il passe à 2 000 versus 6 000 € sur la période antérieure. Il est à noter que lorsque on conclut un contrat d'apprentissage avec un apprenti qui est en situation de travailleur handicapé, qu'il bénéficie d'une RQTH, quel que soit l'effectif de l'entreprise, le montant de l'aide reste fixé, quant à lui, à 6 000 €. Vous avez des conditions qui sont imposées désormais dans le cadre pour l'octroi de ces aides. Donc, l'employeur doit transmettre le contrat d'apprentissage qu'il a conclu à l'opérateur de compétences, au plus tard dans les 6 mois de la conclusion du contrat, et l'opérateur de compétences devra, quant à lui, déposer celui-ci auprès du ministère chargé de la formation professionnelle. Une nouveauté qui est importante de noter, c'est que il y a une limite de l'aide, c'est-à-dire que la limite de l'aide, elle est pour un seul contrat conclu entre le même employeur et le même apprenti, et ce pour la même certification professionnelle.
Si vous avez 2 contrats, vous n'aurez qu'une seule aide. Le sondage qu'on vous a demandé d'effectuer pour la période entre les contrats qui sont conclus entre le 1er janvier et le 23 février 2025 est important. Pourquoi? Parce que si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, dans le cadre du sondage, vous nous dites que vous avez conclu 43% d'entre vous sur les 20% ont conclu des contrats d'apprentissage entre le 1er janvier et le 23 février 2025, ce qui veut dire que au niveau du montant de l'aide, ce sera le montant qui était en vigueur antérieurement à la réforme du décret, et les entreprises de moins de 250 salariés bénéficieront donc d'une aide de 6 000 €. On a donc également alors concernant les entreprises de plus de 250 salariés, l'aide exceptionnelle, comme je vous le disais, elle ne concerne que les diplômes de niveau 7 ou plus, donc bac plus 5, avec des conditions bien entendu, mais il convient de noter que s'ils avaient conclu des contrats d'apprentissage entre le 1er janvier et le 23 février 2025, elles n'ont droit à aucune aide. On peut rappeler aussi la suppression du dispositif des emplois francs, qui n'a pas été reconduit en 2025. Autre mesure concernant toujours l'apprentissage, mais cette fois-ci sur le financement des coûts pédagogiques. Donc, on a une nouvelle obligation pour les employeurs. À compter du 15 février 2025, l'employeur est tenu de participer au financement des formations qui visent un diplôme ou un titre à finalité professionnelle de niveau 6, donc bac plus 3, et plus pour les apprentis. Alors, bien entendu, cette participation sera prise en charge, sera minorée de la prise en charge de l'opérateur de compétences. Et également, les entreprises ont également la possibilité, via un accord de branche, de moduler le taux de prise en charge des formations à distance pour les apprentis. Donc on a fini concernant l'apprentissage, on évoque maintenant la contribution exceptionnelle grande entreprise. Alors, c'est une contribution exceptionnelle qui a été instaurée sur les bénéfices des grandes entreprises qui sont passibles de l'impôt sur les sociétés et qui réalisent un chiffre d'affaires qui est supérieur ou égal à 1 milliard d'euros. On a environ 400 entreprises qui seraient concernées, dont le chiffre d'affaires dépasserait donc les 1 milliard d'euros. Alors, on a une différenciation de taux selon le chiffre d'affaires réalisé. Vous aurez un taux majoré de l'IS de 20,6% dès lors que l'entreprise réalise un CA entre 1 et 3 milliards d'euros, ou un taux majoré de 41,2% pour un CA de 3 milliards ou plus. Alors, il faut savoir que cette contribution ne s'appliquera toutefois qu'en 2025 au titre du premier exercice clos au 31 décembre 2025, alors que le budget initial prévoyait déjà une reconduction en 2026. Voilà donc pour cette contribution exceptionnelle. Alors, nouveauté également, concernant le versement mobilité région. La loi de finances prévoit donc que les régions de métropole, hors Île-de-France et la collectivité de Corse, qui sont des autorités organisatrices de mobilité régionale, peuvent instituer, à l'encontre des entreprises qui sont situées sur leur territoire, donc les entreprises d'au moins 11 salariés, elles peuvent instituer un versement mobilité région, avec un taux plafond de 0,15% sur la masse salariale, et ce, dans l'objectif de participer au financement des infrastructures de transport. Alors, cette nouvelle contribution vient s'ajouter, le cas échéant, à la contribution de versement mobilité déjà existante. Compte tenu des délais, effectivement, de mise en œuvre et du calendrier d'adoption de la loi de finances, le prélèvement ne sera effectif qu'à compter de l'année 2026. Vous avez toutefois certaines déjà régions qui ont annoncé ne pas vouloir procéder à ce prélèvement pour ne pas alourdir le coût des entreprises. Alors, il s'agit de la région Normandie, la région Auvergne-Rhône-Alpes, vous avez la région Hauts-de-France et le Pays de la Loire. Alors, concernant les mesures relatives au secteur public, vous avez une mesure qui concerne la diminution de l'indemnisation des fonctionnaires en arrêt maladie. C'est la loi de finances qui instaure un ajustement du taux d'indemnisation des congés de maladie ordinaire. Jusqu'ici, les agents publics, alors qu'ils soient titulaires ou contractuels, bénéficiaient d'une rémunération à 100% de leur traitement pendant les 3 premiers mois de leur absence pour maladie ordinaire. Depuis le 1er mars 2025, cette rémunération est donc réduite à 90% de leur traitement de base pour les périodes de maladie concernées, après application d'un jour de carence. Il était prévu qu'il y ait une augmentation de 3 jours de carence, ça n'a pas été suivi.
À compter du 4e mois, donc ces fonctionnaires se verront, si leur arrêt se poursuit pendant 4 mois, la rémunération passera donc à un demi-traitement selon les règles applicables en place. Alors, on a déjà les congés de longue maladie et de longue durée qui restent exemptés de cette mesure. On a également le gel du point d'indice, aucune augmentation générale des salaires des fonctionnaires, et vous avez également la prime garantie individuelle du pouvoir d'achat, qui n'a pas été reconduite. Elle avait été supprimée en 2024. Il y avait des discussions pour voir si elle allait être reconduite. Non, elle n'est pas reconduite. Voilà concernant le secteur public. Donc, on a évoqué les mesures essentielles de la loi de finances. Nous allons évoquer les mesures de la loi de financement de sécurité sociale. Notamment concernant les allègements généraux. On a donc un aménagement de la réduction générale cotisation patronale, avec une fixation du plafond désormais par décret. Jusqu'alors, ce plafond était fixé par la loi. Désormais, il le sera par décret. Donc, pour les cotisations et contributions qui sont dues au titre des périodes d'activité qui courent à compter du 1er janvier 2025, la valeur du SMIC qui sera prise en compte dans le calcul de la réduction sera désormais fixée par décret avec une valeur qui devra être comprise entre le SMIC applicable au 1er janvier 2024, majoré de 60% pour arriver au 1,6 SMIC en plafond, et le SMIC de l'année en cours, également majoré de 60%. On a un questionnement sur la valeur du SMIC à prendre en compte. Est-ce qu'il s'agira de la valeur au 1er janvier 2024 ou au 1er janvier 2025? On est dans l'attente des décrets d'application et des précisions qui seront données par l'administration sociale, notamment avec une mise à jour du bulletin officiel de la sécurité sociale. Mais il est fort à parier qu'il y aura des régularisations qui seront à prévoir sur les payes à venir si le montant du SMIC retenu est différent de celui qui est applicable au 1er janvier 2025. Autre nouveauté, concernant la prime de partage de valeur, l'intégration de la prime de partage de valeur au dénominateur de la formule du calcul de la réduction générale. Donc, on ajoute au salaire brut, on va ajouter la prime de partage de valeur. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que la prime de partage de valeur, elle a été instaurée par la loi de 2002 qui portait mesures d'urgence concernant le pouvoir d'achat des salariés, et elle visait à ce que, effectivement, les entreprises puissent allouer des primes aux salariés. Sous certaines conditions, ces primes-là étaient versées en net, puisqu'elles étaient exonérées de charges et d'impôts sur le revenu. Et dès lors qu'on dépassait un certain plafond de revenus, à ce moment-là, elle était versée en brut. Donc, les PPV aujourd'hui, elles vont être prises en compte à la fois pour le plafond d'éligibilité à l'allègement, pour le calcul de coefficient de la rédaction et pour la rémunération à laquelle il s'applique. Alors, si des PPV ont été versés avant la publication de la loi, donc entre le 1er janvier et le 28 février, il y aura des régularisations qui seront à prévoir puisqu'elles n'ont pas été prises en compte, puisque la loi n'avait pas été adoptée. Là encore, il va falloir attendre les décrets d'application et les informations du bulletin officiel de la sécurité sociale pour obtenir des éclaircissements, notamment sur le fait que quid des primes qui étaient exonérées de charges et d'impôts, qui étaient versées en net. Est-ce qu'il va y avoir une distinction opérée pour dire que ces primes-là qui étaient exonérées ne rentrent pas dans la rémunération, ou s'il n'y aura pas de distinction et toutes les primes de partage de valeur, qu'elles soient exonérées de cotisation ou non, rentreraient dans la rémunération. On attend des précisions de l'administration sur ce point-là. Alors, bien entendu que cette intégration de la PPV dans le calcul de la réduction générale va avoir des impacts, puisque direct et négatif pour les employeurs. Certains pourront perdre le bénéfice de la réduction générale s'ils versent une somme qui aboutit à ce que la rémunération du salarié dépasse le plafond de 1,6 SMIC, ou d'autres verront peut-être le montant de leur réduction diminuer s'ils y ont toujours droit dans la mesure de la prise en compte effectivement des PPV dans la rémunération. Ces points sont à éclaircir en attendant des précisions de l'administration sur ce point-là. Alors, concernant les cotisations allocation familiale et allocation maladie, il y a un abaissement des plafonds des taux réduits qui est prévu. Alors, initialement, sur le tableau de gauche, vous avez les taux qui s'appliquent aujourd'hui, et puis en bleu, les taux qui vont s'appliquer désormais. Alors, vous voyez qu'au niveau des taux réduits, on avait un plafond de 3,5 SMIC. Ce plafond passe désormais à 2,25 SMIC. Et concernant l'assurance maladie, donc ça c'était pour l'assurance maladie, pardon, et pour l'allocation familiale, de 3,5, on passe à 3,3.
Il est prévu que, alors on a la question aussi du SMIC de référence. On est sur un SMIC normalement appliqué de valeur de décembre 2023. On attend des précisions également. Alors, ce qu'il faut noter aussi, c'est que il est prévu qu'en 2026, ce dispositif de réduction de taux soit supprimé et qu'à la place, on ait un dispositif de réduction dégressive unique, avec la possibilité, effectivement, par voie réglementaire, d'adopter ces dispositions. Alors, la réduction cesserait de s'appliquer à partir de 3 SMIC versus 1,6 SMIC aujourd'hui. C'est pour 2026. On sait que le gouvernement travaille sur le sujet de la protection sociale et il est fort à parier que d'ici la prochaine loi de financement de sécurité sociale, ces mesures-là soient revues. Alors, concernant, on revient sur le sujet des apprentis, mais cette fois-ci sur la rémunération des apprentis. La rémunération des apprentis est rationalisée, puisque à compter du 1er mars. Donc, le régime actuel avant le 1er mars, c'est que l'apprenti percevait une rémunération exonérée de charges avec un plafond de 79% du SMIC. Au niveau de la CSG-CRDS, sa rémunération était intégralement exonérée de CSG-CRDS. Avec le nouveau régime, donc pour les contrats d'apprentissage conclus à compter du 1er mars, on voit que le plafond est abaissé puisque le plafond sera de 50% au lieu de 79%. Et concernant la CSG, on voit que désormais 50% du salaire de l'apprenti sera donc intégré dans l'assiette de la CSG-CRDS. La question qu'il faut se poser concerne la taxe sur les salaires. Puisque le bulletin officiel précisait que sont exclues de la taxe sur les salaires toutes les sommes qui ne sont expressément exclues de l'assiette de la CSG-CRDS. Et tel était le cas des salaires versés au titre d'un contrat d'apprentissage. Il va falloir donc attendre des précisions de l'administration fiscale sur ce sujet, puisque désormais, ce ne sont plus que 50% de la rémunération des apprentis qui est exonérée de CSG-CRDS. Voilà pour ce point. J'ai beaucoup parlé. À vous, Benjamin. Merci pour cette présentation technique et très exhaustive. Moi, je vais vous parler de la consécration de la dualité de la rente. À mon avis, c'est une disposition qui va faire couler beaucoup d'encre, entarir les encriers. Alors, il faut revenir un petit peu à la base des choses. Quand on a un salarié qui est victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qui sera pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, ce salarié sera très certainement en arrêt de travail pendant un certain temps. Et à l'issue de ces arrêts de travail, soit par chance il est guéri, donc c'est le retour à la normale, soit son état de santé est qu'on appelle consolidé, c'est-à-dire que ce n'est pas une guérison, c'est un état de santé qui n'a plus vocation à évoluer. Et cet état de santé peut être consolidé sans séquelles ou avec séquelles indemnisables. Quand c'est avec séquelles indemnisables, on va déterminer ce qu'on appelle un taux d'incapacité permanente partielle. C'est-à-dire qu'on va évaluer, suivant un barème, indemniser, si vous voulez, la réduction de sa capacité de travail. Soit le taux est inférieur à 10%, et à ce moment-là, il se fera verser un capital, soit le taux est supérieur à 10% et il pourra bénéficier d'une rente. La question qui s'est posée, c'est qu'est-ce qu'indemnise la rente? Bon, ça indemnise, comme je l'ai indiqué, la perte des gains professionnels et l'incidence professionnelle. C'est un taux médical auquel d'ailleurs peut s'adjoindre un taux socio-professionnel. Mais ça indemnise également un déficit fonctionnel permanent. Alors, qu'est-ce que le déficit fonctionnel permanent? Le déficit fonctionnel permanent correspond pour la période postérieure à la consolidation aux atteintes aux fonctions physiologiques, à la perte de la qualité de vie et aux troubles définitifs apportés aux conditions d'existence. L'exemple qui est souvent donné, c'est par exemple un salarié qui se voit amputé des 2 bras et qui, depuis son accident, ne peut plus prendre dans ses bras ses enfants. Et donc, il subit évidemment un préjudice conséquent. Et dans le cadre d'actions en reconnaissance de faute inexcusable, il y a des victimes qui ont cherché à obtenir
précisément la réparation de ce déficit fonctionnel permanent. Et la Cour de cassation, au départ, indiquait que ce déficit fonctionnel permanent n'était pas indemnisable en tant que tel, puisqu'il était compris dans la rente majorée. Et elle venait indiquer notamment dans un arrêt du 28 février 2013 que la victime percevant une rente d'accident du travail pouvait obtenir une réparation distincte des souffrances physiques et morales qu'à la condition qu'il soit démontré que celles-ci n'ont pas été indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, ce qui était pour ainsi dire impossible. Et finalement, la Cour de cassation, par des arrêts d'assemblée plénière du 20 janvier 2023, est revenue sur sa jurisprudence et a considéré que la rente ne réparait pas le déficit fonctionnel permanent. Ce qui avait quand même des conséquences majeures pour l'employeur, puisqu'il voyait l'employeur, en cas de reconnaissance de faute inexcusable, la facture s'alourdir sensiblement. Et pour finalement l'ensemble des salariés victimes d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, ils se voyaient amputés de leur déficit fonctionnel permanent qui ne se trouvait pas du tout indemnisé. Ce qui posait donc une difficulté. Et les partenaires sociaux s'étaient réunis et avaient signé un accord national interprofessionnel le 15 mai 2023 venant consacrer la dualité de la rente. Mais ça a été extrêmement critiqué puisque ça revenait finalement à bafouer d'une certaine façon la jurisprudence de la Cour de cassation et des droits donc des victimes. Ce que n'avaient pas imaginé apparemment les partenaires sociaux. Enfin, c'est ce qui ressort ici ou là. Mais comme dit La Fontaine, en toute chose, il faut considérer la fin. Donc, pour dire les choses plus trivialement, ils n'avaient pas été voir plus loin que le bout de leur nez et ils n'avaient pas justement pris conscience que ça privait les victimes, dans le cadre d'une faute inexcusable, de la possibilité d'obtenir l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Mais finalement, cette dualité de la rente a été consacrée par la loi de financement de la sécurité sociale, et c'est ce qui apparaît dans la slide. On voit bien qu'il y a toujours un taux d'incapacité permanente professionnelle qui continue donc d'être fixé selon la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge et les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi qu'au regard de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, compte tenu donc d'un barème indicatif. Et donc, nouveauté spécifiquement consacrée, c'est la prise en compte d'un taux d'incapacité permanente fonctionnelle, lequel donc de son côté sera déterminé en fonction des atteintes persistantes après la consolidation qui relève du déficit fonctionnel permanent, à partir encore une fois d'un barème indicatif. Et pardon, oui, j'ai oublié de le dire, cette disposition rentrera au plus tard le 1er juin 2026. Alors, autre mesure en paye concernant la loi de financement de sécurité sociale, la cotisation patronale due sur les attributions gratuites d'actions, donc l'AGA, passe de 20% à 30%. On a donc le maintien des exonérations concernant les jeunes entreprises innovantes et les jeunes entreprises de croissance avec quelques ajustements. Et vous avez donc, il y a tout récemment, une mise à jour du bulletin officiel de sécurité sociale concernant ces deux dispositifs. Nouveauté également, dans le cadre du secteur agricole, cette fois-ci, vous avez donc les employeurs qui embauchent des travailleurs occasionnels en CDT, sous certaines conditions, peuvent bénéficier d'une exonération mensuelle de cotisation patronale. En réponse aux mouvements sociaux du secteur agricole, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal avait annoncé la pérennisation de ce dispositif et ce qu'instaure désormais effectivement la loi de financement de sécurité sociale. Alors, le dispositif, comme je vous le dis, devient pérenne. Le plafond est relevé à 1,5 SMIC et deux nouvelles catégories d'employeurs deviennent éligibles à ce dispositif, ce qu'on appelle les CUMA, donc les coopératives d'utilisation du matériel agricole et les coopératives de conditionnement des fruits et légumes. Concernant la lutte contre les arrêts maladie, vous avez la loi qui interdit la mise en place de plateformes qui visent à fournir soit à titre principal des actes de télémédecine qui prescrivent ou qui renouvellent un arrêt de travail.
Un acte de télémédecine qui serait effectué par un professionnel de santé qui exerce son activité à titre principal à l'étranger ne pourra donner lieu à prescription au renouvellement d'un arrêt de travail, et ce, quelle qu'en soit la durée. Cela veut dire que si un salarié se voit prescrire un arrêt de travail par un professionnel de santé qui exerce son activité à l'étranger, cet arrêt de travail ne sera pas validé par la CPAM et ni par l'employeur. Toujours dans le cadre des arrêts maladie, on a donc un abaissement, on a une diminution de la prise en charge de l'indemnisation par la sécurité sociale. Les règles actuelles, vous avez donc, pour déterminer le montant des IGSS, on va prendre la base des rémunérations brutes, donc l'assiette cotisation maladie, des 3 mois qui précèdent l'arrêt de travail. Et ces rémunérations sont prises en compte dans la limite de 1,8 SMIC pour chacune des périodes mensuelles. Ce que prévoit le décret du 21 février 2025, c'est un abaissement de ce plafond d'indemnisation qui passe de 1,8 SMIC à 1,4 SMIC. Cette mesure est applicable aux IGSS qui seraient versés au titre des arrêts qui débutent à compter du 1er avril 2025. Avant la réforme, on avait donc un montant d'IGSS qui était de 53, alors je masque un petit peu parce que je vois, voilà, qui était de 53,31 € par jour. Et dès le mois d'avril, ce montant d'IGSS, vous voyez, il diminue puisqu'il passe à 41,47 € par jour. Donc, un écart journalier de 11,84 €. Alors, cet abaissement de plafond, il va avoir des impacts puisqu'il va entraîner pour le salarié une perte d'indemnisation pour le salarié qui ne remplit pas les conditions pour bénéficier du maintien de salaire par l'employeur, mais également un impact pour l'employeur qui lui aussi va subir une augmentation de l'indemnisation à sa charge, qui restera à sa charge, lui ou également le régime de prévoyance complémentaire, le cas échéant, en cas de maintien de salaire. Donc voilà pour les impacts concernant l'indemnisation arrêt maladie. Alors voilà. Alors, excusez-moi parce que c'est juste, j'ai caché le, je sais pas. Tu peux récupérer? Tu prends la main? Super. Oui, ma fiche, c'est un petit problème technique. Oui, technique. En fait, on a sélectionné un certain nombre d'arrêts de la Cour de cassation en matière d'inaptitude, parce que là, tout à l'heure, je disais sur la dualité de la ronde que il y a beaucoup d'écrits là-dessus à l'intérieur des Antillais. Là, pour autant, je pense que les Antillais sont déjà bien tarés sur la question, mais pour autant, il y a toujours un flot de jurisprudence qui concerne l'inaptitude. Alors, je vais commencer par un premier arrêt, c'est le classement en invalidité deuxième catégorie et l'avis de reprise. C'est un arrêt de la Cour de cassation du 18 décembre 2024. Donc, dans cette affaire, une salariée a été placée en arrêt maladie et pendant cet arrêt, elle a été classée en invalidité de deuxième catégorie et elle ne manifeste pas auprès de son employeur son absence de volonté de reprendre le travail. Mais aucune visite de reprise n'a été organisée par l'employeur. Donc, je fais un petit arrêt sur image sur la notion quand même d'invalidité. C'est une notion propre au droit de la sécurité sociale. Il y a, pour mémoire, 3 catégories d'invalidité. La première catégorie, c'est les invalides capables d'exercer une activité rémunérée. La deuxième catégorie, c'est les invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque. Et la troisième catégorie, c'est les invalides absolument incapables d'exercer une profession et se trouvant dans l'obligation de recourir à une tierce personne pour effectuer des actes ordinaires de la vie courante. Et pour bénéficier de la pension d'invalidité, il faut avoir été diagnostiqué par un médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie, et c'est ce médecin qui va déterminer la catégorie d'invalidité. Cette notion d'invalidité, donc, qui est vraiment une notion de droit de la sécurité sociale, ne doit pas être confondue avec celle d'inaptitude qui est évaluée, comme vous le savez, par la médecine du travail. Et un salarié peut être inapte tout en n'étant pas invalide et inversement. Je vais donner un exemple. Si un métier consiste à porter des charges lourdes et que vous avez un accident qui cause des douleurs chroniques au niveau du dos, vous pouvez être déclaré inapte sans pour autant bénéficier d'une pension d'invalidité. Vous ne pouvez plus exercer votre métier d'origine, mais votre capacité de gain reste entière sur un autre métier. Donc, en l'espèce, la salariée s'estime lésée, elle saisit la juridiction prud'homale pour contester l'exécution de son contrat de travail et demander des dommages à intérêts pour exécution déloyale du contrat, ainsi que la résiliation judiciaire du contrat auteur de l'employeur. Et la Cour d'appel de Paris l'a déboutée de ces demandes
estimant que l'absence de reclassement ne pouvait être reprochée à l'employeur en l'absence d'un avis d'inaptitude qui ne peut être délivré qu'après une visite de reprise. Or, cette visite de reprise n'a pas eu lieu puisque la salariée était toujours en arrêt maladie. Eh bien, la Cour de cassation casse cet arrêt en affirmant que l'employeur aurait dû prendre l'initiative d'organiser la visite de reprise dès lors que la salariée l'avait informée de son placement en invalidité de deuxième catégorie et même si elle était encore en arrêt maladie. Donc, en la matière, il faut savoir que si l'employeur tarde à organiser cette visite de reprise, le salarié pourra éventuellement demander des dommages et intérêts, mais à condition de démontrer un préjudice réel pour obtenir réparation, comme nous l'enseigne un arrêt de la Cour de cassation du 4 septembre 2024. Ensuite, un arrêt sur la vision problématique de l'avis d'inaptitude, un arrêt du 12 février 2025. C'est un salarié qui est placé en arrêt maladie et en 2017, un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail indiquant inapte à la reprise du poste occupé, l'état de santé du salarié ne permet pas de faire les propositions de reclassement au sein de l'entreprise filiale et holding compris et le rend inapte à tout poste. Donc l'employeur l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le salarié a contesté ce licenciement, soutenant que l'avis du médecin du travail ne reprenait pas exactement les mentions légales nécessaires pour dispenser l'employeur de son obligation de reclassement. Parce que comme vous le savez, l'article 1226-2-1 du Code du travail prévoit deux hypothèses de dispense de l'obligation de reclassement pour l'employeur, à savoir lorsque l'avis du médecin du travail mentionne que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, ou lorsque l'avis mentionne que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Alors, la Cour de cassation s'est montrée très soucieuse d'une reprise littérale du texte, notamment dans un arrêt du 13 septembre 2023, où elle avait estimé que l'employeur n'était pas dispensé de ses recherches de reclassement, lorsque l'avis d'inaptitude du médecin du travail mentionne, cite, que tout maintien du salarié dans un emploi, mais à mon avis, le problème c'était là, c'est qu'il y avait indiqué dans cette entreprise, serait gravement préjudiciable à sa santé, et non pas que tout maintien dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé. Donc, dans notre arrêt du 12 février 2025, la Cour de cassation rejette le pourvoi et considère que, elle valide le raisonnement de la Cour d'appel et considère en fait que la formulation du médecin du travail, même si elle ne reprend pas mot pour mot les termes de l'article 1226-2-1 du Code du travail, est équivalente aux mentions exigées par la loi, et il s'agissait d'une mention claire et non ambiguë. Et donc l'employeur n'avait pas recherché de reclassement car l'inaptitude était absolue. Et ici, finalement, la Cour de cassation fait preuve et marque un certain assouplissement justement par rapport à sa précédente jurisprudence, et elle fait montre aussi, et c'est tant mieux, d'une forme de pragmatisme, puisque finalement la formulation qui avait été visitée par le médecin du travail était suffisamment claire et répondait parfaitement aux dispositions de l'article 1226-2-1 du Code du travail. Ensuite, un autre arrêt du 29 janvier 2025 sur les vigilances donc aux erreurs sur les avis de la médecine du travail. Dans cette affaire, un salarié a été engagé en qualité de technicien intervention, et à l'issue d'un examen médical du 5 décembre 2013, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur avec la restriction sans port de charge de plus de 15 kg. Et cet avis, en fait, a été rendu sur une fiche qui portait mention « avis d'aptitude ». Dès le 6 décembre 2013, le salarié est en arrêt de travail, puis en longue maladie. Par la suite, l'employeur le place en inactivité d'office pour absence injustifiée et refuse de se soumettre à un examen médical obligatoire sans motif légitime. Le salarié considérait en effet que le médecin du travail avait rendu un avis d'inaptitude le 5 décembre
2013 et donc il ne devait pas se soumettre à une nouvelle visite médicale. Le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale de demande de rappel de salaire au titre de l'article 1226-4 du Code du travail et en contestation de la sanction disciplinaire non justifiée. L'employeur, quant à lui, soutenait que l'action consistant à saisir le juge du fond pour savoir si un avis médical doit relever de la qualification d'avis d'aptitude ou d'inaptitude s'assimilait à une contestation sur la nature de l'avis médical litigieux, enfermé à l'époque dans des faits dans un délai de 2 mois. Et il estimait donc que son action était prescrite. Eh bien, la Cour d'appel de Rennes a jugé que l'avis du 5 décembre 2013 devait s'analyser comme un avis d'inaptitude, peu important le titre donné à l'avis. Et la Cour de cassation, c'est ce qui s'affiche à l'écran, a considéré que la Cour d'appel avait parfaitement qualifié l'avis médical, jugeant donc, comme vous voyez, que la Cour d'appel qui a constaté que le 5 décembre 2013, le médecin du travail avait conclu à l'inaptitude au poste de travail et à l'aptitude du salarié à un poste de bureautique pur, sans port de charge de plus de 15 kg, a exactement déduit que l'avis du médecin du travail du 5 décembre 2013 était un avis d'inaptitude, et ce, peu important que cet avis porte en tête l'avis d'aptitude. Ce qui fait que l'employeur se devait donc de rechercher un reclassement pour le salarié déclaré inapte et, le cas échéant, à défaut de reclassement possible, procéder à son licenciement pour inaptitude. Ce qui fait que convient d'être particulièrement vigilant sur l'avis rendu par le médecin du travail et en cas de doute, ne pas hésiter à obtenir auprès de lui des précisions. Alors, les choses sont peut-être un peu plus circonscrites désormais, puisque par des arrêtés du 26 septembre 2024 qui modifient l'arrêté du 16 octobre 2017, fixant le modèle d'avis d'aptitude, d'avis d'inaptitude, d'attestation de suivi individuel de l'état de santé et de proposition de mesures d'aménagement de poste, même si c'est un arrêté du 26 septembre 2024 qui a été abrogé par un arrêté du 5 novembre 2024, mais c'est parce que c'est pour des raisons techniques de déploiement des nouveaux modèles, de ces nouveaux modèles, ces 4 annexes, mais qui seront identiques sensiblement à celle du 26 septembre 2024. Et donc, l'erreur, comme dans l'effet d'espèce, devrait moins se réaliser. Mais enfin, l'erreur étant éternellement humaine, il faut être systématiquement vigilant. Et enfin, un dernier arrêt. Un arrêt du 5 mars 2025 qui porte sur la nécessité de consulter les représentants du personnel lors d'un licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle. Dans cette affaire, un salarié embauché en qualité de conducteur a été victime d'un accident du travail en 2011. Il est déclaré inapte par le médecin du travail. Il fut licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement, ce qui l'a amené à saisir la juridiction prud'homale en contestation de son licenciement. Et le litige porte précisément sur la procédure de reclassement, puisque le salarié conteste le fait que, suite à son inaptitude d'origine professionnelle, l'employeur n'a pas consulté, à l'époque c'était les délégués du personnel, avant de procéder à son licenciement. Et ce, contrairement à ce que prévoient les dispositions de l'article 1226-10 dans sa rédaction applicable au moment des faits. Et donc, selon le salarié, cette consultation aurait dû être effectuée afin d'explorer toutes les possibilités de reclassement. Et l'employeur, en l'espèce, avait lancé la procédure de licenciement en convoquant le salarié à un entretien préalable avant la consultation des délégués du personnel. Et la Cour d'appel de Nîmes avait retenu une interprétation qu'on peut qualifier de restrictive de l'obligation de consultation. Elle avait estimé que, faute de proposition de reclassement et en raison de l'absence de mobilité géographique du salarié, la consultation tardive des représentants du personnel ne rendait pas la procédure irrégulière. Toutefois, la Cour de cassation ne l'entend pas de cette oreille et rappelle qu'il ressort de l'article 1226-10 du Code du travail qui apparaît à votre écran sur donc la nécessité de consulter les représentants du personnel. Donc en la matière, dans une telle situation, même quand il considère l'employeur qu'aucun reclassement n'est possible, il convient toujours de consulter les représentants du personnel avant de convoquer le salarié à un entretien préalable au licenciement. Et cette consultation
finalement doit permettre une réflexion collective sur les possibilités de reclassement. Et en effet, des solutions auxquelles l'employeur n'a pas nécessairement imaginé peuvent naître de cette consultation. Merci. Très bien, merci beaucoup à vous deux. Alors, le temps file, mais on va quand même prendre le temps de répondre à quelques questions rapidement. Alors, je vous pose déjà une première question. Farida Benjamin, la première question est, pourriez-vous, concernant les arrêts maladie, vous nous avez indiqué la date du 1er avril pour l'entrée en vigueur de la baisse du plafond du SMIC. Mais qu'en est-il des arrêts maladie à cheval sur cette date? Alors, je dirais qu'il faut prendre en compte l'arrêt initial, donc la date d'arrêt. Donc, si la date d'arrêt est antérieure au 1er avril, c'est le plafond de 1,8 SMIC qui s'appliquera, même si l'arrêt perdure au-delà du 1er avril. C'est la date de prescription de l'arrêt qui prévaut. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Farida. Une deuxième question rapidement. Pourriez-vous nous préciser si le préjudice moral est toujours indemnisé dans le cadre d'une action inexcusable? J'imagine que c'est pour vous, Benjamin. Oui, je prends. Merci beaucoup pour cette question. C'est une bonne question. En fait, le préjudice moral antéconsolidation était déjà indemnisable avant les nouvelles dispositions dans le cadre de la faute inexcusable, et il est prévu à l'article 452-3. D'ailleurs, c'est vraiment une question intéressante parce que l'article 452-3 a été légèrement modifié, et on nous explique bien que les préjudices causés par les souffrances physiques et morales endurées par la victime peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire avant la date de consolidation. C'est-à-dire que ça circonscrit, encore une fois, bien les choses. Ça veut donc dire que le préjudice moral, qui est une des composantes du déficit fonctionnel permanent, n'est plus indemnisable en tant que tel post-consolidation, c'est-à-dire dans le cadre d'une action en faute inexcusable, on ne peut pas demander la réparation du préjudice moral post-consolidation, puisqu'encore une fois, il fait partie du déficit fonctionnel permanent, qui, avec cette dualité de la rente, est déjà donc indemnisé via la rente et via la rente majorée. Mais si on n'aboutit pas à, une réparation intégrale du préjudice. Par contre, ce qui va être intéressant, me semble-t-il, et je déborde un peu, mais c'est une réflexion comme ça qui me vient, c'est que finalement, à l'aune des nouvelles dispositions de la dualité de la rente, on pourrait imaginer quand même que dans les actions en reconnaissance de faute inexcusable qui sont là pendantes devant les juridictions, les pôles sociaux des juridictions du tribunal judiciaire, c'est de contester finalement l'indemnisation en tant que telle de façon autonome du déficit fonctionnel permanent. Parce que finalement, d'une certaine façon, les nouvelles dispositions ne font qu'un retour en arrière. Et comme la Cour de cassation, en fait, c'est la Cour de cassation via son assemblée plénière qui avait dit la rente n'indemnise pas le préjudice fonctionnel permanent, mais la Cour de cassation n'est pas le législateur. Donc, vu l'évolution des textes, à mon avis, on a matière à contester devant les tribunaux la réparation autonome du déficit fonctionnel permanent. Alors, j'ai peut-être 2-3 réponses rapides à apporter à 3 questions là. Pouvez-vous nous redire les régions qui ont décidé de ne pas instaurer la contribution de 0,15? Là, on parle du versement multirégional. Alors, il s'agit des régions Normandie, Auvergne-Rhône-Alpes, Hauts-de-France et Pays de la Loire. Alors, est-ce que les apprentis en cours voient leur salaire soumis à CSG, CRDS? Alors, le décret dit que ce sont les contrats conclus à compter du 1er mars qui verront leur rémunération assujettie, voire le taux de charge augmenté. Et au niveau CSG, on nous dit que c'est donc 1er mars. Les réductions assurance maladie et allocation familiale s'appliquent sur un SMIC qui doit être défini par décret. À quelle date pensez-vous que ce décret va sortir? Alors, on n'a pas de date précise. On sait que la direction de la sécurité sociale a été interrogée. On est dans l'attente, mais il n'y a aucun délai. On espère que le décret sortira rapidement pour éviter effectivement les régularisations. Voilà. Très bien. Merci beaucoup. Vous avez été très nombreux à nous avoir posé des questions. Malheureusement, le temps est écoulé. Mais ne vous inquiétez pas, nous reviendrons vers vous par la suite avec une réponse à vos questions par email. Donc voilà, nous vous remercions beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et encore un grand merci à nos intervenants pour leur précieux éclairage sur le décryptage des mesures fiscales et sociales 2025.
Merci encore à vous et nous vous souhaitons une très belle journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.